on est là, on va se rapprocher. Bah, c'est pas moi qui va y aller. Les gens qui me connaissent se rapprochent. On se rapproche du coup? Tous derrière la boule. Valérie, on les met où les vaches? Ouais, ça aurait été bien d'avoir une vache. Ah ouais. Juste à côté, en fait. Vous pouvez les faire rapprocher, oui. Hein? Bah oui, non. Ah, de l'autre côté plutôt? Petit mot pour 3 minutes. D'accord, on va faire ça. On tirerait bien haut la fin. Voilà. Et ben, ils vont se trouver ensemble. En attendant, ça va bien? C'est bien faire le micro. La louche. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, je pense. Tout à fait derrière moi. Ouais. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Comme on est un peu nombreux, on était moins nombreux tout à l'heure sous la tente, donc ça, on s'entendait plus facilement. Mais là, comme on est un peu plus nombreux, eh bien, écoutez, je vous propose de recommencer ce que je viens de dire il y a quelques minutes pour vous tous qui êtes venus et pour vous présenter donc la démarche. Donc je suis très heureux de vous accueillir nombreux, beaucoup plus nombreux que tout à l'heure. Donc pour ce premier rendez-vous sur... Oui. Alors laissez-moi juste terminer. Donc je suis très heureux de vous accueillir sur ce premier rendez-vous sur le quartier de la Fontaine Margot. Donc c'est un rendez-vous qu'on a souhaité justement pour établir une démarche participative, justement pour que tout un chacun puisse participer. Donc c'est une volonté de la métropole de construire en cette année 2017 un certain nombre de démarches participatives. La démarche donc des Prairies du Verne, c'est la seule démarche sur une extension urbaine. Les autres sont plutôt sur du renouvellement urbain, donc il y en a 4 autres en renouvellement urbain. C'est une de trop. L'objectif qu'on a sur ces démarches participatives, c'est de faire L'objectif, il est double, c'est de faire participer la population justement pour croiser les regards par rapport à des nouveaux quartiers qu'on souhaite créer et que tous les usages justement puissent être respectés, que chacun qui aujourd'hui utilise ces espaces puisse avoir la parole, puisse s'exprimer, puisse dire les attentes qu'ils ont, les craintes qu'ils ont aussi, et donc qu'on puisse sur cette base, sur ce diagnostic,
créer quelque chose qui convienne à tout le monde. Donc c'est vraiment cet objectif-là. Donc le second objectif donc, que j'ai donné tout à l'heure aussi, c'est de créer du lien pour que ce nouveau quartier puisse se construire et que les gens puissent se connaître et que ça démarre bien et qu'il se passe des choses sur ce nouveau quartier. Donc peut-être, puisque vous êtes tous rassemblés, et j'ai bien compris que vous étiez venus au regard donc, de l'appel qui a été fait par la ferme de Traembihan, c'est vrai que les articles de journaux qui sont sortis, et donc on a fait une conférence de presse il y a 10 jours ici même pour annoncer ce rendez-vous, donc ça a créé une certaine émotion. Je pense qu'une part de cette émotion est liée probablement au titre qu'on a choisi. Le titre de l'action, ce sont les prairies du Verne. Et c'est vrai, dans les articles de journaux, on a dit qu'est-ce qu'on va faire des prairies du Verne, et ça laissait sous-entendre qu'est-ce qu'on va faire d'autre que des prairies. C'est vrai qu'on a dit aussi, comme c'est une démarche participative, que nous, collectivités, on partait de la feuille blanche, parce que c'est vrai que si on fait une démarche participative et qu'on a déjà tout écrit par derrière, c'est plus vraiment une démarche participative. Donc on l'a affiché comme ça. Moi, je crois qu'il faut l'entendre tel qu'on a conçu le projet. Le projet, on l'a appelé les prairies du Verne. C'est-à-dire que ce projet participatif, il tourne autour des prairies du Verne. Il ne s'agit pas d'en faire un skatepark ou une seconde arena. C'est vraiment aujourd'hui, cet espace, il est utilisé avec des fonctions de prairie. Il va être après immergé plus qu'il n'est aujourd'hui dans le monde urbain. Donc il faut s'assurer que les différents usages puissent être respectés. Il faut s'assurer que les jardins partagés qui sont là puissent trouver leur place. Il faut s'assurer que les familles qui vont être accueillies puissent trouver aussi leur place, que les promeneurs puissent trouver leur place, etc. Mais on ne souhaite pas... Oui, aussi. Donc voilà, les prairies du Verne, c'est au sens des pâturages et du travail des exploitations qui sont dessus. Et pourquoi demander faire une démarche participative sur un quartier, alors que par exemple sur le quartier Guérin-Saint-Martin, vous ne l'avez pas fait, monsieur Ferré? Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Là, on sort du sujet. Et que faites-vous des enquêtes d'utilité publique qui servent à ça, auxquelles on n'a pas répondu? Donc la démarche qui est proposée ce matin, et je vous propose de rester là-dessus, parce que si on voit tous les projets qu'il y a sur la métropole, ça va être un peu long. Donc la démarche, elle est vraiment de travailler avec les habitants du quartier pour construire les habitants du quartier qui sont là aujourd'hui, les personnes qui ont des usages aussi sur ce quartier-là, et donc je pense aux agriculteurs notamment, et les futurs habitants, donc il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui, mais les futurs habitants, c'est une démarche qui va durer, qui n'a pas vocation à être seulement aujourd'hui et seulement cet après-midi. C'est une première démarche qui va durer environ le premier semestre 2017, et puis on espère ensuite que cette construction du quartier, qui va durer entre 10 et 15 ans, puisse se poursuivre en lien avec les habitants. Donc voilà le sens aujourd'hui de cette réunion-là. Il ne s'agit pas de décider aujourd'hui, mais il s'agit dans les 6 prochains mois justement, de co-construire ensemble ce nouveau quartier. Donc voilà, on espère en tout cas que chacun d'entre vous sera proactif pour participer, et on attend que chacun donne son avis et puisse le donner. Donc il y a tout un tas d'animations qui sont prévues, et notamment cet après-midi, une marche justement pour découvrir ce territoire. Donc chacun pourra s'exprimer. Donc je sais pas. Donc je propose de donner la parole aux organisateurs de ce rassemblement. Je voudrais préciser qu'on n'est pas organisateur de cette marche qu'on a souhaitée, très pacifique et solidaire. Je suis Philippe tout à fait, je suis pas toute seule. On n'est que 2 d'ailleurs, c'est déjà pas beaucoup. Voilà, on a un peu réagi suite à l'article qui est passé samedi matin. C'est vrai que ça fait des années qu'on travaille ensemble, je crois avec la ville de Brest. Ça fait aussi des années qu'on sait qu'on va perdre des terres. On en est très très conscient. On a trouvé dur de ne pas être associé à cette journée. Je crois qu'on aurait pu être acteur et aussi être présent là pour montrer aux Brestois notre travail. On a simplement demandé si on voulait aussi venir boire un café. Quand on perd un tiers de ses terres, on n'a pas trop envie de venir boire un café tout seul. C'est dur à digérer. Donc il y a un mouvement qui s'est mis en place. C'est pas nous, la ferme de Traembihan, qui avons décidé de mettre un comité de soutien en place aujourd'hui. Ça s'est fait naturellement parce que je crois que des gens ont réagi et ont pris conscience aussi qu'on était en péril. Donc voilà, ça je tenais vraiment à le préciser parce que c'est vrai que après on a assumé, on a mis notre nom dans l'appel parce qu'on a voulu aussi que ce soit nous qui assumions et qu'on ne mette pas d'autres personnes en danger.
voilà, de toute façon on est en danger, donc autant qu'on assume jusqu'au bout. Donc voilà, comme ça, après je pense qu'il y a du monde, de divers partenaires, notre filière nous soutient et on est très content qu'ils soient là aujourd'hui. On veut vraiment que ce soit un échange, on n'est pas là du tout pour être agressif, loin de là. On veut quand même repréciser les choses, certes on va peut-être garder des prairies, vous allez peut-être nous le confirmer, parce qu'avec l'article de samedi on n'était pas très sûr. Voilà, après les prairies du Verne, certes c'est un projet, il y a aussi l'ensemble, le projet de Fontaine-Margot, qui comprend 65 hectares. Donc ça veut dire que là aujourd'hui, l'agriculture sur Brest, c'est quand même 65 hectares en moins, dont 25 hectares de terre bio. Donc nous là, Philippe et moi, on représente la ferme de Trembian. On n'est pas seul impacté sur le projet, mais là on parle à notre nom de nous. On défend aussi une agriculture respectueuse de l'environnement. Et je crois qu'aujourd'hui c'est ce que les citoyens souhaitent. Donc voilà, vous avez une chance sur Brest d'avoir la ferme qui est là depuis 5 générations. C'est 20 ans qu'on est bio. Ça fait plus de 10 ans qu'on se diversifie pour arriver justement à résister à l'avancée de la ville. On en est conscient. Vous nous avez dit, les terres vont disparaître. On fait tout ce qu'il peut pour résister. On pense qu'on est capable de résister, mais pas avec comme ça aucun engagement et des articles de presse qui arrivent par l'arrière et on reste très surpris de la démarche. Donc voilà, aujourd'hui on a des partenaires, des amis qui sont là parce qu'ils voient aussi qu'à deux on n'y arrivera pas. Et que si la ville s'engage pas aujourd'hui à dire que réellement vous voulez nous intégrer dans l'urbanisation future et progressive de la ville de Brest, il faut qu'on prenne des décisions. Ça fait 10 ans, on vous a déjà demandé, vous à la collectif, à la ville, si on pouvait envisager de la transformation pour diversifier et justement valoriser même mieux. On a engagé plus de 200 000 €. Aujourd'hui, avec toutes les terres qui vont partir sur Fontaine-Margot, je suis pas sûre que je puisse continuer à faire des yaourts. C'est pas possible. Il n'y aura pas assez de lait pour faire des yaourts. Donc on n'aura plus qu'à vendre ça, on ne le vendra pas à 200 000. Et en plus, il faudra qu'on aille chercher du boulot ailleurs, on aura plus de 50 ans. Je pense que ça va être un peu délicat. Donc on l'a déjà dit il y a 10 ans. Aujourd'hui, peut-être vous avez envie, dans cette démarche participative, de confirmer que réellement vous souhaitez continuer à avoir une agriculture qui sera peut-être plus urbaine. Nous, on est prêts à avoir une agriculture plus urbaine, certes, surtout bio. Et je pense que faire un écoquartier en enlevant 25 hectares de terre bio, on a le droit de se le dire quand même, c'est un peu incohérent. Donc c'est un peu ce message qu'on veut quand même passer. Voilà, moi j'ai dit ça. Philippe va apporter peut-être des détails techniques. C'est bien qu'il parle aussi. Alors, je ne sais pas les talents d'orateur de Valérie, c'est clair. Donc, non, moi c'est plus peut-être sur les aspects techniques, parce que c'est moi qui m'occupe des prairies depuis très très longtemps, c'est moi qui les ai quand même remises en état. Donc vous allez en profiter aujourd'hui, puis vous faites un peu de com là-dessus, mais c'est vrai qu'il y a 15 ans, 20 ans pour certaines, c'était de la friche. J'ai mis beaucoup d'énergie, j'ai perdu des animaux dessus. Aujourd'hui, j'estime que, et avec certains de Brest Métropole également, qu'il y a un système qui est cohérent, qui fonctionne. Et moi, mes interrogations, même si on me garantit de pouvoir mettre des animaux dessus, elles sont dans un contexte, en fait, ces prairies. Un contexte de terre autour, quand vous aurez urbanisé tout autour, quand vous aurez abîmé tout le réseau hydrographique de surface. Qu'est-ce qu'elles vont devenir, ces prairies? Elles ne seront plus les mêmes. Donc pour info, on a gagné le prix sur une des prairies, le concours départemental, le concours agricole, le vrai concours agricole. Je suis désolée, j'ai laissé mon diplôme dans la voiture, je comptais quand même le sortir avec la médaille. Pour information, nous allons au mois de mars au salon de l'agriculture. C'est pas de nos traditions d'y aller sur des fermes bio, mais on va y aller parce qu'on veut défendre ce prix au niveau national. J'ai juste une inquiétude de savoir si c'est judicieux d'aller jusqu'à Paris pour présenter une prairie qui peut-être sera plus du tout en fait durable. Là, elle a un écosystème, on a un jury d'experts qui est passé, qui l'a jugée première sur tout le département. Je pense qu'il ne nous aurait pas donné ce prix-là si elle ne le valait pas. Donc voilà, cette biodiversité, il faut la garder comme des filets avec du bitume autour, des lignes électriques à l'intérieur. Ça ne va pas pouvoir fonctionner, ou alors ensemble, on voit comment on peut évoluer sur ce projet-là. Je pense que peut-être que rien n'est perdu et que peut-être on peut aujourd'hui... Nous, on est là aujourd'hui pour discuter avec vous et de voir comment réellement les Brestois ont envie aussi que ce bout de campagne qui reste à Brest soit là. On a une façade maritime, il reste quelques couloirs verts, gardons-les, pitié pour nos jeunes. C'est pas possible quand on continue à bitumer partout et laisser les gens dans des immeubles à regarder des trucs virtuels. Nous, on a
peut-être 400 personnes tous les vendredis qui viennent à la ferme. Ils sont là, nombreux, et merci d'être là. Et c'est vrai qu'on nous souhaite encore le moins qu'il y ait des vaches avec du lait et pas des trucs artificialisés. Voilà, on ne peut pas passer d'autres messages que ça. Et puis une dernière chose, on a eu hier l'occasion de découvrir une jolie plaquette du Scott où j'ai mon visage en grand dedans avec en fait sur la page qu'on remettait en état justement toutes les réserves écologiques de la ville de Brest. Et c'est vrai, voilà, c'est le cas. On invite les gens justement à venir avec vous parce qu'on va être ensemble, montrer cette richesse aujourd'hui de Brest, de ces belles prairies. Et on peut pas être dans des plaquettes de la ville de Brest et être montré comme une vitrine et puis à côté de ça être progressivement quand même mis dehors parce que concrètement c'est ce qui arrive et on peut pas dire le contraire. Nous, ça nous met véritablement en péril. Donc on veut bien s'adapter, mais pour ça il faut continuer à négocier là et peut-être stopper certaines choses avant que ce soit trop tard. Bravo. Donc d'abord, le premier point, je suis content d'entendre qu'on est là pour discuter. Je pense que c'est l'objectif qu'on pose à ce travail donc au premier semestre 2017 qui s'initie aujourd'hui. Après, moi je veux réaffirmer le fait qu'au niveau de la métropole et de la ville de Brest, on est très attaché aux questions de biodiversité, aux questions de qualité d'eau. Moi je m'en suis occupé pendant 6 ans pendant le dernier mandat. Je peux vous dire que le travail qui est fait sur la métropole et la ville de Brest est remarquable par les services et qu'il y a une vraie attention à toutes ces questions de qualité parce que c'est en lien avec le bien-être des gens et c'est en lien avec la qualité de vie dans la ville. Sur l'agriculture périurbaine, on y est aussi très attaché, une agriculture périurbaine de qualité qui est, je trouve, très bien représentée par la ferme Traambihan. Et pour lequel on travaille régulièrement. Il y a un travail qui est fait avec les écoles, il y a aussi les écoles, la cantine scolaire sur lequel il y a tout un tas de produits qui viennent de la ferme de Traambihan. On a des échanges réguliers avec eux et il y a tout un travail. Donc il y a tout un travail qui est fait justement en lien avec cette urbanisation qui est, alors vous aurez peut-être du mal à l'entendre, mais qui est nécessaire. C'est-à-dire, alors, si on a 2 minutes, eh bien voilà. Alors, je vais vous expliquer que le partenariat il est super, voilà. Et seulement vous voulez tout démolir. Voilà, alors je vais vous expliquer pourquoi. C'est que la réalité de l'urbanisation qui s'est passée dans les 40 dernières années, c'est une urbanisation qui s'est passée de façon très diffuse et partout autour dans le pays de Brest globalement, et donc avec des densités d'habitation de l'ordre de 5 à 10 logements à l'hectare. Cette urbanisation, elle a été dévastatrice, à la fois pour les espaces agricoles et les espaces naturels. Donc elle ne s'est pas vue parce que c'était du diffus. Non, on continue pas. Bien sûr que si. Alors laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Donc aujourd'hui, ce qui est proposé sur ces quartiers urbains, c'est des densités qui vont aller de 25 à 30-35 logements à l'hectare. C'est-à-dire 3, 4, 5 fois plus de densité. C'est-à-dire qu'en permettant justement de créer ces nouveaux quartiers, ça permet de loger des habitants qui, si de toute façon on ne crée pas ces logements-là, les gens sont libres, je veux dire, les frontières administratives, les gens s'en moquent. S'ils ne trouvent pas de logement qui leur convient sur Brest, ils vont aller sur la première couronne, deuxième couronne, troisième couronne, et on va continuer cette urbanisation du pays de Brest, qui est ce qu'on observe depuis 40 ans, qui est extrêmement impactante pour les milieux naturels et le milieu agricole. Donc voilà, nous on pense que c'est très important que cette urbanisation elle soit maîtrisée, qu'elle soit beaucoup plus dense, et donc on propose justement des nouveaux quartiers dans lesquels la densité de logements sera aux alentours de 25 à 35 logements à l'hectare. Mais pour que cette urbanisation assez dense soit acceptée par les populations qui vont venir y vivre, il ne s'agit pas de faire des ghettos ou des endroits où les gens vivraient mal, c'est nécessaire de créer des espaces de respiration. Et donc c'est pour ça qu'il y a ce projet aujourd'hui au milieu de ce quartier donc, qui a vocation dans les 10-15 prochaines années à accueillir 1500 habitants, de faire une travée naturelle au milieu qui respecte à la fois les usages écologiques qui y sont, qui respecte à la fois les usages agricoles qui y sont, mais qui respecte aussi les usages qui pourraient naître du fait qu'on est quand même dans la tâche urbaine. Donc voilà l'ambition de ce projet, voilà l'ambition qu'on a.
Et c'est une ambition qui, je crois, respecte, vous défendez la biodiversité, vous défendez le monde agricole, nous le défendons aussi, simplement, c'est vrai que nous le défendons pas nécessairement à l'échelle de Brest, ce qui nous conduit potentiellement à urbaniser, mais nous le défendons à une échelle beaucoup plus large. On a parlé du SCOT. Aujourd'hui, dans le SCOT, eh bien, vous pouvez aller lire les analyses qui ont été faites. Dans les 40 dernières années, vous vous en rendez peut-être pas compte, mais est sortie de terre une seconde ville de Brest. C'est-à-dire, en 40 ans, on a produit 80 000 logements sur le pays de Brest supplémentaires. Alors ça s'est pas vu, hein. Ça s'est pas vu, parce que c'était très diffus. Mais on les a fait quand même. Et on les a fait sur les espaces agricoles et sur les espaces naturels. Donc la question qui nous est posée, nous aujourd'hui politiques, mais qui vous est posée à vous aussi, parce que c'est nous tous hein, qui demandons cette production de logements. C'est pas seulement le politique qui d'un seul coup a décidé de faire du logement. C'est nos comportements individuels qui ont produit ça. La démographie de Brest et de la communauté urbaine de Brest diminue. Comment est-ce que vous justifiez ça? La ZAC existe depuis les années 60. Alors si vous voulez, je veux bien répondre à ça. Donc il y a deux, voilà. Alors il y a le discours simpliste. Moi, je vais vous le dire, hein. on va être clair. Il y a un discours simpliste qui est véhiculé aujourd'hui à Brest, qui est de dire, voilà, il y a 6 000 logements de vide à Brest. En plus, la démographie, elle baisse sur Brest, donc il n'y a pas besoin de nouveaux logements. Sauf que quand on regarde à l'échelle du pays de Brest, désolé de le dire, et ce qui est le périmètre d'influence dans lequel les gens majoritairement travaillent à Brest, fonctionnent avec la métropole. C'est le périmètre d'influence de la métropole aujourd'hui, le pays de Brest. Eh bien, il y a eu une création de 2000 logements par an depuis 40 ans. Alors moi, je veux bien que la population baisse à Brest, mais la réalité, et ça c'est pas moi, hein, c'est pas une élucubration, c'est vous allez voir les statistiques, depuis les années 70 jusqu'à 2010, il y a eu 2000 logements qui ont été créés sur le pays de Brest par an. 2000 logements pendant 40 ans, ça fait 80 000 logements. Il y a 75 000 logements sur Brest. C'est-à-dire qu'on a créé une seconde ville de Brest, c'est ce que je viens de vous dire. Le problème, c'est que sur Brest, on n'a pas créé de nouveaux logements. On n'en a pas créé suffisamment. Donc les gens, ils ont été s'installer en périphérie. Ils ont été s'installer de façon totalement chaotique en périphérie, en grappillant sur les espaces naturels et les espaces productifs en termes agricoles. Donc c'est ça la réalité. Et aujourd'hui, on doit apporter des réponses à ça, et on doit les apporter de façon raisonnée. On doit amener de la densité, on doit amener du logement dense, mais du logement dense dans lequel les gens continuent à vivre bien. Et donc, assez logiquement, c'est plutôt sur la tâche urbaine qu'on va tenter de les amener. Alors évidemment que ça va créer des nuisances, des problèmes pour les personnes qui aujourd'hui utilisent cet espace-là, qui est l'espace périurbain. Et c'est pour ça que nous travaillons avec la Chambre de l'agriculture, avec les acteurs de l'agriculture, pour trouver des compensations. Et aujourd'hui, vous pouvez témoigner, hein, les agriculteurs, qu'il y a des compensations qui sont proposées justement sur de nouvelles terres agricoles pour que les exploitations puissent perdurer. Et il y a tout un travail. Moi, j'étais encore hier avec la Chambre de l'agriculture à travailler sur ces sujets-là pour justement que des exploitations qui s'arrêtent, parce que les exploitants atteignent l'âge de la retraite, et bien qu'on puisse capter ces exploitations pour les proposer à des exploitants qui, eux, sont en milieu de carrière et ont vocation à poursuivre leur travail d'agriculteur et de producteur ou sur la transformation. Et donc ce travail est fait avec la ferme de Traembillant, c'est pour ça que je suis quand même un peu étonné d'entendre ça. Vous dites que vous n'étiez pas au courant de la démarche, mais enfin quand même... On n'a jamais dit qu'on était pas voilà, on est allé vous voir... Alors, en termes de compensation, vous savez combien on va perdre cette année ? À peu près 6 hectares, oui. Non. Entre 7 et 8. Parce qu'il faut compter... donc, 7, on est à peu près 7 à l'arrière de la déchetterie. Ah oui, je leur donne le micro. Ouais. Alors, on est à peu près à 7 hectares à l'arrière de la déchetterie. Après, il faut compter le merlon anti-bruit, ce qui va courir sur 200 ou 300 mètres. Plus l'enfouissement de la ligne électrique. Donc, ce sont des champs que je ne pourrais pas travailler. Et puis après, si je tiens compte du dernier mail que j'ai reçu de votre service foncier, on m'a dit de ne plus mettre aucune culture sur 5 hectares supplémentaires. Donc là, on est à plus près de 12. Donc voilà. Compensation. C'est pas les chiffres que j'ai. Moi, c'est la réalité. Moi, c'est ce que je vis au quotidien. C'est ce que je vais vivre. Et puis après, on rajoute les 4 hectares de prairie où là, on ne sait pas trop. Et compensation, 3.
Moi, je veux juste, on a souhaité cette marche verte simplement pour que, on a eu aussi cette pression toute la semaine des médias, sans soutien de la ville. Vous étiez au courant qu'il y avait eu un petit peu que ça bougeait au niveau de la ville de Brest par rapport à l'affaire. On a proposé de vous rencontrer. Cette semaine? Bah oui. Oh bah non, je crois pas. Bah si, moi j'ai dit Franchement, que j'étais disponible pour vous rencontrer. personne ne nous l'a dit. Hein. Alors, franchement, personne. Donc je crois que l'article dans l'Ouest France, vous dites qu'il y a des solutions, qu'on va en trouver. Donc je vous dis, on est là pour ça aujourd'hui. Mais je crois que ce qu'on veut aujourd'hui, c'est surtout un engagement. Soit vous souhaitez réellement qu'on reste et vous le dites publiquement. Oui, on veut, nous on parle au nom de la ferme de Trembian, bio, avec une production respectueuse de l'environnement qui s'intègre dans un éco-quartier. Soit vous dites, bah non, parce que peut-être vous pensez aussi que c'est pas réalisable, ou que vous ne pourrez pas dans le temps nous soutenir suffisamment. Mais on veut cet engagement parce que ça fait trop longtemps que les engagements sont plutôt oraux, et jamais écrit et jamais non plus en public. Donc je crois qu'on veut vraiment cet engagement pour que cette démarche participative elle avance, certes avec une urbanisation, mais avec un engagement que nous, une ferme comme la nôtre, pourra résister et être soutenue réellement par la collectivité de Brest. Donc c'était peut-être pas clair dans ce que j'ai dit tout à l'heure. Je crois pas, non, parce que... Alors, la difficulté que j'ai, c'est que moi je suis juste un élu et ben voilà, en 2020 ça s'arrête. Donc voilà. Donc ça n'engagera que moi-même je peux m'engager. Mais ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que nous soutenons cette agriculture périurbaine de qualité et que nous ferons tout pour vous accompagner. Et Le problème n'est pas là. bah si, c'est Viable. oui, bah c'est de garder viable si Non. vous voulez. Ouais, c'est un mot creux. Maintenant, il faut utiliser des mots qui veulent dire qu'il y ait un sens. Et Alors pas c'est une quoi? chose- Dites-moi. Eh bien, Ce que vous... garder viable. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait la surface pour que la ferme de Traunbian puisse continuer à vivre, c'est-à-dire à gagner de l'argent, tout simplement. Et ensuite, que cette agriculture soit faisable. C'est-à-dire qu'il est très clair qu'une urbanisation, même respectueuse, etc., où on voit sur vos jolis panneaux avec des petites barrières et des gens qui passent à vélo au milieu, tout ceci n'est pas possible. Nous le savons très bien. On ne peut pas on ne peut pas élever des vaches au milieu de la ville. Il y a une limite. Donc il faut que cette limite soit une limite réelle, réaliste. Maintenant, il faut arrêter d'utiliser des expressions creuses, il faut utiliser des mots qui aient du sens et des engagements qui aient une vraie valeur et ne pas dire une chose et son contraire en faisant de la com, ce qui se passe aujourd'hui. Quand vous dites qu'il y a besoin, quand vous dites qu'il y a besoin de logements, c'est hautement discutable. La densification du bâti est une chose souhaitable, mais si vous regardez toutes les villes de France qui ont réussi la rénovation urbaine, et on peut penser à l'exemple du Havre qui ressemble beaucoup à Brest, c'est par la densification dans le centre-ville et dans la reprise du centre-ville que ça s'est fait. Le problème, c'est que ce sont des politiques extrêmement exigeantes, qui coûtent de l'argent, qui sont courageuses, pourrait-on dire. Et ici, on est toujours dans l'étalement urbain. Moi, j'ai une question pour vous. Que faites-vous de la loi Allure? Et dans quelle mesure est-ce que la Fontaine-Margot respecte la loi Allure qui, je vous le rappelle, c'est écrit dans la loi, n'autorise ce genre d'urbanisation que dans le concept de la dent creuse. En quelle mesure la Fontaine-Margot est-elle une dent creuse? Dans quelle mesure êtes-vous en conformité avec la loi Allure? Bravo. Déjà, si on n'était pas en conformité avec la loi Allure, je pense que le préfet nous l'aurait rappelé. Et cette question des dents creuses est vraie, mais seulement sur la frange littorale en fait. Donc voilà. Donc sur les nouveaux quartiers comme ça, on a tout à fait le droit et c'est validé par l'État et par les lois. Et si vous n'étiez pas d'accord, il suffirait d'attaquer et ça tomberait. Donc voilà. Donc c'est inscrit dans les documents d'urbanisme et donc ça a totalement le droit d'exister. Après. La réalité de l'urbanisation, donc là aujourd'hui on est sur un projet d'extension urbaine, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, on a 4 autres projets de concertation plutôt sur du renouvellement urbain. Et la réalité aujourd'hui du nombre de logements qui se créent sur Brest, c'est majoritairement en renouvellement urbain. Plus de 60% des logements qui sont créés ces dernières années le sont
en renouvellement urbain. Simplement, la réalité des logements qui se créent en renouvellement urbain, c'est que c'est des logements de petite taille. C'est-à-dire c'est du T3, T2, T3. Pourquoi ? Parce que tout simplement, si vous montez sur du T4, le prix du neuf sur du T4, ça va être à peu près le prix d'une maison individuelle sur une parcelle dans première ou deuxième couronne. Et donc les gens, plutôt que d'aller dans un petit logement, vont préférer aller s'acheter une parcelle et construire dans un habitat peu dense. Et d'ailleurs, vous allez participer à la baisse des prix en troisième couronne. Considérablement l'offre. Il faut une politique donc la réalité, c'est que si on veut accueillir des familles, c'est-à-dire au-delà du T3, T4, T5, il faut produire des parcelles qui sont en capacité à produire des maisons individuelles. Et donc là, nécessairement, on le fait, hein, et alors ça existe quand même en cœur urbain, hein. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de maison individuelle qui se crée en cœur urbain, tout simplement c'est beaucoup plus cher à sortir et beaucoup plus dur à sortir. Et donc ces nouveaux quartiers sont là pour répondre à l'attente d'un certain nombre de nos concitoyens à habiter des logements individuels et sur des surfaces du type T3, T4, T5 avec des enfants. Mais on est un peu tous là-dedans. La réalité du nombre de logements, pourquoi on a construit en 40 ans une seconde ville de Brest? C'est parce qu'il y a plusieurs phénomènes. En effet, ça a été dit tout à l'heure, le nombre de personnes qui arrivent sur notre territoire n'est pas important. Il est plutôt important en Bretagne. Il n'est pas en diminution, il est en croissance lente. Regardez les documents du SCOT. Ah, mais je parle pas de Brest, je parle du pays de Brest. La réalité, il faut regarder à l'échelle du pays de Brest. Dans le pays de Brest, c'est un problème qui dépasse cette question. C'est une question liée à la fiscalité urbaine. Pas du tout. Bien sûr que si, voyons, les gens quittent Brest en grande Non, c'est qu'il n'y a pas assez de logements dans Brest. Il n'y a pas assez de logements dans Brest. Il n'y a pas assez de logements, par exemple, qui vont construire ici. Ils vont avoir des impôts fonciers dans les 2 ans. Alors c'est pas marqué sur votre site. Vous pouvez le croire. Moi, je vous dis que l'analyse qu'on en a n'est pas celle-là. Après, voilà. Moi, je pense autre chose. Donc voilà. Donc ce besoin-là, aujourd'hui, il s'agit d'y répondre pour que justement ces familles puissent être accueillies et puissent rester sur la métropole. J'étais parti tout à l'heure. Pourquoi on a besoin de créer ces logements supplémentaires? Globalement, parce que depuis 40 ans, le nombre de personnes qui vivent par logement a diminué. Et il n'a pas diminué, c'est pas des chiffres qui vont être importants, hein, mais dans les années 70, on vivait à un peu plus de 3 personnes par logement. Aujourd'hui, on est plus proche de 2. Et la réalité, c'est des chiffres qui paraissent pas comme ça. On est passé de 3 à 2. Vous allez me dire, on s'en moque. Mais la réalité, c'est que dans les années 70, pour loger 10 personnes, il fallait 3 logements. Et aujourd'hui, à 2, vous faites le calcul, il en faut 5. C'est-à-dire qu'en 40 ans, il a fallu créer ces 2 maisons supplémentaires. Et c'est nous tous qui avons participé. Parce que c'est en lien avec quoi? C'est en lien avec le vieillissement de la population. C'est en lien avec le fait que nous tous, on aspire à des surfaces un peu plus grandes de logement. C'est en lien au fait que on a accueilli en effet un certain nombre de nouveaux habitants aussi sur le territoire. Même si c'est faible, on en a accueilli un certain nombre de nouveaux. Et puis alors dans une moindre mesure, on a souvent mis ça en avant, mais moi je ne crois pas que ce soit le plus significatif, mais c'est aussi la décohabitation, c'est-à-dire les phénomènes de divorce avec des familles qui se placent de côté. Mais le phénomène le plus important aujourd'hui, c'est le vieillissement. Le fait que, une famille, elle achète une maison avec des enfants, ils sont 4 dedans. Les enfants partent, ils sont plus que 2 dans le logement. Et puis à la fin, les personnes finissent toutes seules dans leur logement. Donc voilà, ça c'est une réalité. Et nous, on se doit de répondre à ça. Donc vous pouvez être d'accord ou pas d'accord, mais on se doit de répondre à ça. Globalement. Est-ce que vous avez vu le prix de l'immobilier à Brest? Moi j'habite ici en fait, voilà. C'est la raison. Et puis je connais bien ces prairies, j'y vis, les enfants aussi. Et la ferme de Traunbian fait partie de mon quotidien et d'une certaine manière la biodiversité est locale ici. Je paie aussi des impôts à Brest, beaucoup. Comme tout le monde ici, j'ai envie de continuer à y vivre et de ne pas non plus voir le patrimoine, le mien et celui de mes concitoyens, réduit à néant par des politiques urbaines qui sont, à mon avis, mal pensées. La question foncière et la question de l'habitat à Brest est un énorme problème.
Brest est une ville assez particulière en raison des destructions de la guerre, avec un parc immobilier de mauvaise qualité, dégradé et déserté. Le prix de l'immobilier a tendance à diminuer et contrairement à d'autres villes de France, les investisseurs ne se bousculent pas parce que justement ce marché n'est pas prêt de remonter dans la mesure où on est en train de créer une offre très importante qui va considérablement déséquilibrer les choses. Brest est une ville dont la communauté urbaine voit sa démographie diminuer, ce qui n'est pas fréquent d'une certaine manière. La situation de Brest n'est pas une situation qui est banale en Bretagne. En Bretagne, non, mais en France, c'est la situation des villes de cette taille-là. Des villes, pas des communautés urbaines. C'est faux. Il n'y en a pas, nous on est métropole maintenant. Oui, mais le problème n'est pas là. C'est pas une question administrative, comme vous dites. C'est une question géographique, de géographie urbaine. Ça se passe comme Toutes les villes se sont rénovées avec une rénovation du centre-ville, qui ramène en centre-ville des familles qui vont y payer des impôts, ce qui fait revivre le commerce, etc., etc. Vous allez vous promener en vacances dans des villes qui ont conduit cette politique. Brest n'a pas encore conduit cette politique. Vous avez des quartiers qui sont désertés dans le centre et dans les abords du centre, justement parce qu'on crée une offre ici. Quel est le prix auquel vous vendez les terrains du lotissement qui est en construction ici? Ah, mais moi je vends pas. Ah, attendez, la FIMA, pour rétablir un peu les choses. Je sais pas. Ah, vous ne savez pas? Mais c'est fondamental, le prix du foncier. C'est là que ça se passe. C'est comme ça que se fait un marché. Parce que c'est un marché, le foncier. Il y a des gens qui achètent et des gens qui vendent. On n'est pas en Union soviétique. Donc, le prix du foncier, ici, est déterminant. C'est fondamental. Puisque c'est ce qui va établir les prix sur Brest. En faisant une offre de 1800 logements en plus, à combien est-ce que vous allez vendre la terre? Combien va valoir ce bien immobilier? Là, ce n'est pas des T4 que vous allez abandonner en centre-ville, ce sont des T2. Et les gens du centre-ville qui n'ont pas les moyens de rénover leur urbain, leur habitat, parce que les loyers ne sont pas suffisamment hauts pour rentrer dans leurs frais, eh bien vous enclenchez comme par le passé l'étalement urbain. C'est une course en avant, tout simplement. La ZAC qui est ici, dont vous avez parlé, cette zone d'activité, c'est une zone d'activité qui existe depuis les années 70. Elle n'a absolument pas bougé dans son périmètre. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'y a personne à vouloir s'installer ici. Personne. Alors par quel miracle allez-vous là, comme ça, subitement, la rendre attractive pour des activités économiques qui ne vont pas bien à Brest, il faut le dire. Qu'est-ce que vous attendez comme retournement de situation pour faire de cette zone d'activité une zone attractive? Sur quoi tablez-vous? Alors, on me dit qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont venues pour la démarche participative qui sont en train de partir et donc probablement qui sont un petit peu déçus par... Donc je leur donne rendez-vous à 13h tout à l'heure et je donne rapidement le micro donc à l'équipe des Prairies pour présenter en quelques mots la démarche. Moi bonjour, je vais me présenter très rapidement. Donc Marie, effectivement la collectivité m'a demandé un petit peu avec toute l'équipe qui m'accompagne, donc vous en voyez certains, il y a Fabien qui tient le micro, il y en a d'autres derrière, Juliette, Constance, ils se présenteront peut-être plus précisément cet après-midi, mais il nous a demandé finalement ces prairies au milieu de ce quartier urbain, qu'est-ce qu'elles peuvent devenir. Alors on a commencé à aller voir ce qui s'y passait, on a rencontré les agriculteurs qui y travaillaient, on a rencontré aussi, et c'est important, juste derrière vous, toutes les personnes qui cultivent les jardins partagés, on a rencontré des riverains, et ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a encore plein de questions. Il y a des usages qui font l'identité de ce site, clairement l'agriculture en fait partie, et c'est pour ça d'ailleurs que très rapidement, les prairies du Verne s'est un peu imposé à nous comme nom pour parler de cet espace-là. Il y a d'autres choses qui font complètement partie de cette vallée, de ce vallon du Verne. C'est la fontaine Margot qui est juste derrière vous aussi, mais qu'aujourd'hui on ne voit pas du tout. Et donc beaucoup de personnes nous parlent de comment elles pouvaient se présenter avant quand elle était encore dégagée. Il y a aussi les jardins qui font complètement partie de cet espace-là. D'ailleurs, quand on a voulu donner rendez-vous ici, la plupart des personnes, on a dit c'est à côté des jardins, parce que c'est les jardins de la fontaine Margot aussi qui font l'identité de ce site. Et voilà un peu la question qu'on nous pose. Donc c'est vrai que ce matin, l'heure passe et on va peut-être pas avoir le temps d'évoquer
ce vallon en particulier, ce que je vous propose, c'est de revenir cet après-midi et de ne pas hésiter à venir discuter avec nous de l'avenir, de tout ce que peut devenir. Mais madame, dans d'autres quartiers, contre, les habitants ont discuté avec la ville, ont participé et ont constaté que la ville faisait l'inverse. Comment expliquez-vous ça, monsieur Ferré? Du coup, dans ces cas-là, il y a une démarche qui s'étend, qui commence réellement aujourd'hui, que nous on avait préparé avant en rencontrant les riverains et les personnes qui occupent aujourd'hui le site. Mais c'est une démarche qui a lieu jusqu'en juin 2017. Nous, on va mettre tout ce qui est en œuvre pour cette démarche-là. Ce que je vous propose, c'est si en juin 2017, c'est bien, il est à côté de moi, si en juin 2017 ce n'est pas tenu et qu'effectivement le contraire de ce qui a été discuté n'est pas tenu, vous avez un bulletin de vote, vous avez monsieur Ferré qui est là, qu'on réinvitera en juin. C'est pas les Ce que je municipales, pense madame. aussi, c'est que ce site, il a une richesse écologique folle. Ce que je vous propose aussi, tout de suite, dans ces cas-là, finalement, c'est d'aller le voir. Et je vous propose, du coup, Allez avec voir, c'est pas monsieur et madame participer. Nicole. Alors, déjà, pour participer, pour parler d'un lieu, il y a quelque chose qui me semble très important, c'est de le connaître. Et aujourd'hui, je pense que ce temps de connaissance et de comprendre ce qui s'y passe, c'est ce temps-là aujourd'hui. Si on ne comprend pas la manière dont travaillent les agriculteurs dessus, si on ne comprend pas au quotidien comment les jardiniers accèdent à leur jardin, cultivent leur jardin, si on ne sait même pas qu'il y a la fontaine Margot juste derrière, on n'arrivera effectivement pas à créer quelque chose qui puisse perdurer. Alors je ne connais pas encore le quartier, c'est vrai, je suis presse, mais c'est justement pour ça que je suis là et pour en discuter, ainsi que toutes les personnes qui m'accompagnent. Est-ce que monsieur et madame Nicole nous proposaient d'aller nous montrer, justement par exemple, la prairie qui a été primée, qui est un peu plus bas dans le vallon. On pourra aussi, du coup, leurs vaches sont là, on pourra voir clairement quelles sont les terres agricoles qui sont là. On passera aussi du coup à côté des jardins. Je vous propose de nous suivre et de voir cet espace-là ensemble pour pouvoir cet après-midi en parler, défendre l'activité agricole dessus, discuter de ce qui doit devenir dans le futur et réussir ensemble à préserver la richesse et les qualités de ce site-là.